Actu Média et Radio Soleil vous présentent Au Passage des Artistes. Au Passage des Artistes avec Jazzia. Radio Soleil, Paris 88.6, Marseille 87.7. Radio Soleil, toutes les voix comptent. Vous écoutez Au Passage des Artistes avec Jazzia. Bonjour à tous et bienvenue au Passage des Artistes. Mon invité est un homme qui est parti d'un petit village près du Maroc pour se faire une place au cœur de l'industrie du divertissement mondial. Il est danseur, chorégraphe, producteur, entrepreneur. Il a collaboré avec les plus grandes stars internationales et vient d'être récompensé au prestigieux World Leaders Conclave au palais de Westminster à Londres. Derrière ce parcours hors norme se cache un homme passionné, ambitieux, et il paraît toujours prêt à relever un nouveau défi. Bonjour Mani Nordine, bienvenue au Passage des Artistes. Merci de me recevoir aujourd'hui avec ce beau soleil à Radio Soleil. C'est vrai, et puis il fait chaud mais il fait très bon dans les locaux de Radio Soleil. Dans les locaux, c'est splendide. On va pas se quitter. C'est vrai, on va rester. En tout cas, on va se balader, on va se promener à travers votre parcours, mon cher Mani. On peut se dire tu d'ailleurs pendant l'interview. Bien sûr. En anglais, on dit you. Oui, donc, c'est vrai. C'est pareil, c'est vrai. Mais je parle pas anglais malheureusement et ça, je crois que ça s'est vu en introduction. Quand vous repensez, Mani, au petit garçon dans ce petit village, d'ailleurs, je vais vous laisser en parler de votre petit village au Maroc. Est-ce que vous vous dites parfois, ce petit garçon, il me croirait jamais ? En fait, c'est beaucoup plus profond que ça. Moi, je pense qu'on peut sortir de son village du Maroc ou d'Algérie ou de Tunisie. Pour moi, c'est exactement la même chose. On est tous frères. Mais le village ne sortira jamais de vous. Moi, je crois à ça. Je crois que quand on vient de quelque part où on a vécu J'ai eu une très belle enfance. Tu sais, les gens, ils peuvent imaginer qu'au Maroc, dans un petit village où il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas d'eau courante, etc., on peut être malheureux. Bien au contraire. Quand je vois aujourd'hui la société dans laquelle on est, je pense que nous, on s'amusait beaucoup plus. On était beaucoup plus insouciants. On avait peu de moyens. Beaucoup on n'avait pas les réseaux sociaux. Absolument. On n'était pas connectés par les réseaux sociaux, mais on était connectés par le cœur. Et ça, c'était, je crois, beaucoup plus important. On n'était pas esclaves du capitalisme. Ouais. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi, j'ai 2 filles. J'essaie de toujours comparer, mais c'est pas bon de comparer. Mais il faut quand même, à un moment, voir la différence de culture. Ouais. Et elles ont 7 et 10 ans. Et je vois leurs besoins. Nous, on n'avait pas les mêmes besoins. Nous, on avait une pastèque fraîche, bien coupée ou du melon. Et un bon thé à l'amande et des petits gâteaux. C'est vrai. Et on était très heureux. On jouait au foot toute la journée, on faisait des acrobaties, on se promenait, on rigolait. Je pense que chaque enfant est né d'une insouciance, mais a des rêves. Et moi, peut-être la petite différence avec d'autres, c'est que j'avais des rêves que j'ai essayé d'accomplir, tout simplement. Alors justement, on va parler de tes rêves, Mani, parce qu'ils sont nombreux, parce qu'on a toujours l'impression que tu te mets un challenge à chaque fois et tu avances de cette façon. Et je crois que tu es un exemple également pour cette jeunesse qui un jour espérait évoluer, faire des choses, vivre de sa passion également, parce qu'aujourd'hui, bien évidemment que tu vis de ta passion. Tu es passé de danseur à producteur, mais moi, ce qui m'intéresse là tout de suite, en tout cas pour cette première partie, c'est d'évoquer cette partie danseur. Comment est-ce qu'on atterrit dans ce domaine ? Moi, ça a été un cheminement dans le sens où, avant d'être danseur, j'étais gymnaste, acrobate. Ouais. Donc en fait, dans notre cité où on habitait, quand mes parents ont décidé d'immigrer en France pour des raisons économiques, dans chaque cité, généralement, tu as un terrain de foot ou tu as, je sais pas, un terrain de tennis, peut-être moins de tennis, mais peut-être foot, etc. Et moi, je sais pas pourquoi, par la chance, ou je sais pas, il y avait un gymnase qui s'appelait Élu Curel, où il y avait plein d'agrès, des barres parallèles, tatami, etc. Et en fait, nous, on passait nos journées dedans. Et les enfants, on a une énergie débordante. Moi, je pense que j'étais un enfant hyperactif. Et mes parents l'ont découvert assez tard. Et ils ont dû se dire, on va le laisser s'amuser là-dedans. Il y a des mousses et tout, donc il ne peut pas trop se blesser. Et je pense que j'avais des aptitudes acrobatiques, sachant que je venais du bled. Ouais. Donc là-bas, on sautait de branche en branche, mais sauf qu'on n'avait pas de sécurité. On faisait des acrobaties, des flips arrière, des saltos arrière. Et je pense que j'ai eu un prof qui est venu me voir, qui m'a dit, moi, à mon avis, si tu travailles, tu peux aller en championnat de France, voire d'Europe. Et j'avais vraiment les aptitudes, le corps qu'il fallait, etc. Et je me suis blessé. Et suite à ma blessure, mes parents ils m'ont dit c'est beaucoup trop dangereux pour toi, ce genre d'activité. Donc je me suis redirigé, on a redéménagé, comme par hasard. Et en face de quoi ? Il y avait la maison de la danse. Tu crois au hasard ou pas ? Moi je crois aux rencontres et je crois au destin. Ouais. Moi j'aime beaucoup ce mot, le maktoub, qui est chez nous... écrit. Qui veut dire écrit. Qui est écrit, absolument. Et nous, je pense qu'on a la plume
On a une histoire, mais la plume peut nous permettre de réinterpréter l'écriture. Ouais. C'est-à-dire qu'il n'y a rien qui est écrit figé. En tout cas, c'est pas défini, c'est voilà, pas c'est figé. Ça. C'est le mot. Ouais. C'est le mot que je cherchais. Il n'y a rien de défini. C'est pour ça qu'il ne faut pas s'attendre tout le temps à des histoires extraordinaires. Il y en a eu, il y en aura. Et il y a des destins hors du commun. Puis il y a aussi des beaux destins, avec des belles histoires. Donc je pense qu'il ne faut pas non plus se comparer. Je pense que je dis toujours ego is not your amigo. Il ne faut pas tout le temps avoir cet ego surdimensionné, se dire aujourd'hui les jeunes ils veulent tout de suite. Ils veulent tous être des influenceurs et gagner des sommes incroyables. Mais il n'y en aura pas beaucoup de place. Hein. C'est comme les footballeurs. Hein. Il y a une place pour 1 million. C'est vrai. Donc, en fait, à 17 ans, hein, tu pars à New York, si mes informations sont bonnes. Bon, tu es bien renseigné. Et alors, tu pars avec des valises de rêves et d'espoir, j'imagine. Comment ça se passe? Parce que tu étais ado à 17 ans. Moi, je jouais encore à la Barbie. Ah, mais moi, je suis parti de chez mes parents, j'avais 14 ans. Ouais. Parce que j'ai gagné le premier concours du conservatoire supérieur, ce qui m'a donné une bourse pour venir à Paris et après à New York. Quand tu arrives à New York, je peux te dire que le choc émotionnel d'un enfant de cité, d'un petit village du Maroc qui arrive à Times Square, c'est Times Square qui m'a vraiment... Moi, ça m'a mis une grosse claque. Ouais. Quand je suis arrivé à Times Square, et tu arrives et tu es à Manhattan comme ça, et tu vois l'Empire State Building. Et pour la petite histoire, 15 ans après, j'ai eu un bureau au 66e étage. C'est fou. C'est là où je me dis, mais c'est pas possible. Et je me suis retrouvé au billboard... sur les billboards de Times Square, 20 ans après. Ouais, donc ça veut dire que... Et je mangeais une fois par jour, mais je m'en foutais en fait. J'étais très heureux. J'étais dans la galère, mais heureux. Ouais, un artiste, mais j'avais plein d'espoir. Et ce qui est beau, c'est quand on n'a pas de moyens, on a de l'espoir. Et souvent, quand on a trop de moyens, on n'a plus d'espoir. C'est bizarre, hein? C'est vrai. Dieu va nous donner quelque chose qui va nous retirer. Alors, Mani Nourdine, moi j'ai besoin de comprendre un peu, parce que c'est vrai que quand on est dans ton cheminement, les choses vont vite ou pas d'ailleurs, mais tu avances et tu te poses pas des questions. Est-ce qu'il y a des moments comme ça où tu t'arrêtes, où tu te dis waouh, c'est fou, quand je pense à ma destinée et au final aujourd'hui voilà où j'en suis. Alors j'imagine que derrière, bien sûr, qu'il y a énormément de travail, beaucoup d'investissement, d'énergie, de temps. Quel conseil tu pourrais donner à quelqu'un qui a les mêmes rêves que toi et qui a 17 ans aujourd'hui? Ben, l'avantage qu'on a, alors il y a une chose qu'on ne peut pas arrêter, qu'on ne peut pas stopper, qu'on ne peut pas corrompre, c'est le temps. C'est la seule chose qu'on ne peut pas acheter. Quand quelqu'un a 17 ans, on appelle ça des valeurs cardinales. À 17 ans, tu as tout pour moi. Tu as exactement tout pour réussir, parce que tu as le temps. Et à un moment dans ta vie, tu as moins le temps. Bien sûr. Donc là, eux, ils ont quelque chose que nous, on n'a plus, c'est-à-dire le temps. Nous, maintenant, on est plus dans la qualité que la quantité. Eux, ils ont des essais à faire. C'est un peu comme un peu le casino où tu lances la roulette. Nous, on peut plus faire beaucoup d'essais. Bien sûr. Il ne faut pas qu'on se trompe. Hein. Ah ouais, Voilà, eux, ils ont de la chance. Ouais. Et l'autre chose aussi que j'aime beaucoup, on parlait de l'ambition. À 17 ans, tu ne te poses pas beaucoup de questions. En fait, tu n'as pas peur à 17 ans. Aujourd'hui, on a tout à perdre. En tout cas, à mon niveau, moi, j'ai tout à perdre. Chaque décision que je dois prendre, elle va avoir des conséquences. Ouais. Si ça ne marche pas. Ça te fait peur parfois? Bien sûr. Tu y penses? Parce que moi, j'ai plus peur aujourd'hui qu'à 17 ans. Ouais. Parce que les enjeux sont plus importants. Mais c'est énorme, les enjeux. Ouais. Moi, je joue des enjeux où je peux. Moi, c'est un calibrage, en fait. Ouais. Sur un petit calibrage, je peux. Tu marches sur un fil. Si on parle de millions, on peut tout perdre. Parce que si on fait les mauvais calculs, on travaille avec les mauvaises personnes, on peut être vraiment déficitaire. Alors qu'à 17 ans, ce qui est génial, on n'a rien à perdre, on peut que gagner. C'est ce qu'ils disent les Américains. Ils disent, quand tu n'as rien, tu ne peux que aller vers le haut. C'est pas la prétention, mais quand tu es un peu plus haut, tu peux aller que vers le bas. Tu peux pas aller plus haut. Il faut y rester. Et je dis toujours, le plus dur, c'est pas de réussir, c'est de rester. Alors justement, tu choisis comment ton équipe? Parce que tu parlais et c'est normal d'ailleurs, travailler avec les gens qu'il faut pour ne pas te tromper, d'abord parce qu'on n'a plus l'âge de se tromper aujourd'hui, et quand on arrive à ce stade, bien sûr qu'on a besoin de tout garder et puis de continuer à évoluer. Tu fais comment aujourd'hui pour assainir, on va dire, ton entourage? En fait, moi j'ai compris quelque chose. Une équipe, j'adore comparer la musique et le sport. Ouais. C'est les deux choses qui m'animent. Dans le sport, il y a un gardien de but, il y a un buteur, il y a un ailier, il y a un passeur, même si je suis pas fan de foot, mais il y a quand même des postes. Dans la musique, c'est exactement pareil. Nous, on a des créatifs directeurs, comme Moody Mike. Ouais. On a des business managers comme Lalou. On a des publishers comme Mark Grant. On a des artistic directeurs comme Jimmy Fried à Los Angeles. En fait, chacun a son poste. Et moi, j'ai compris qu'il faut s'associer avec des gens qui savent faire les choses que moi, je ne sais pas faire. Ça, c'est intelligent. Et beaucoup de gens ne veulent pas déléguer. Absolument. C'est très compliqué pour certains. Moi, j'ai compris que pour gagner, parce qu'à la fin, il faut que le ballon il soit au fond des filets. Comment on emmène le ballon du gardien au fond des filets?
Mais il y a tout un processus. Et c'est ce que j'explique aux jeunes. Je fais des conférences des fois et j'explique aux jeunes, le meilleur moyen de marquer le but, c'est un travail collectif. Et il y a un proverbe arabe qui dit, avec une main, on ne peut pas applaudir. Ah, j'adore cette phrase. Elle est exceptionnelle. Mais c'est tellement vrai. Oui. Et je ne connais aucune personne. Moi, je fais des comparatifs. Je suis quelqu'un de très observateur. Je pense que ça a été ma plus grande qualité. Oui. Moi, je suis quelqu'un qui regarde beaucoup. Les gens qui ont le succès, le même dénominateur commun, c'est toujours des gens qui sont bien entourés. Oui. Toujours. Et c'est important. Je crois que c'est une marque d'intelligence de savoir. Et c'est également la source de l'échec. Oui. Dès que j'ai vu des gens monter tellement haut, mais quand je te dis tellement haut, c'est un point que tu ne pourrais même pas t'imaginer. C'est-à-dire qu'ils avaient tout, l'argent, le succès, et dès qu'ils ont commencé à vouloir se séparer de l'équipe, parce que c'est ça aussi l'égocentrisme d'un homme, c'est de se dire c'est moi. Et souvent, mes stars avec qui je travaille, elles me disent quand ça marche c'est grâce à moi, et quand c'est un échec c'est à cause de toi. Elles ont besoin, je pense que c'est pas de la faute des stars, c'est l'humain qui est comme ça, il a besoin d'identifier la raison de son échec sur quelqu'un. Ouais, c'est jamais lui. Jamais lui. Et en fait, la dégringolade des hommes d'affaires ou des businessmen ou des stars, c'est souvent quand ils se séparent des bonnes personnes autour d'eux. Souvent, tu vois un DG qui part, un directeur artistique qui part, un ingénieur du son qui part. C'est le début de la fin. Et c'est là que je me dis, ouf, ben en fait, c'est comme un domino. Tu retires et puis après, il flanche. J'ai pensé beaucoup à ça, moi. Je me suis dit, j'espère que mes équipes resteront avec moi. Et pour l'instant, ça se passe bien. Parce qu'on est d'abord des amis avant d'être... et c'est important. D'ailleurs, c'est pas compliqué de travailler avec des amis, parce que parfois, ça peut ne pas marcher. Et puis, on peut perdre le collaborateur et l'ami. Il faut travailler avec des gens intelligents. Il faut qu'ils mettent leur ego de côté. Moi, j'ai réussi à le faire, alors que j'étais un mec égocentrisme à fou, un ego surdimensionné. Et j'ai compris que j'arrivais pas à le faire tout seul. Et puis après, ce qui est bien, c'est que chacun est épanoui dans sa vie privée. C'est le plus important, c'est l'équilibre entre la balance de la vie privée et la vie professionnelle. Et souvent, des gens qui ne travaillent que travail, moi, ça me fait peur. Un collaborateur qui me dit, moi, je travaille 100%, j'ai peur. J'ai besoin qu'il ait des activités artistiques, qu'il ait des enfants, qu'il ait une famille, c'est important. Ça équilibre, en tout cas. Mani, tu as travaillé avec... alors, on parlait de stars. En tout cas, tu as travaillé... Tu as collaboré avec des personnes très connues, des artistes très connus, reconnus également, comme Rihanna, il y a eu Snoop Doggy Dogg, il y a eu Lady Gaga également, Pharrell Williams, etc. Est-ce qu'on arrive à gérer son relationnel quand on arrive à ce stade, quand on fréquente des gens que parfois le public regarde avec émerveillement? Tu parles de ma relation avec les gens dits normaux? Enfin, normaux, en tout cas ordinaires. Ordinaires, bah, bien sûr. Ouais. Bon, je vais te dire une chose, plus tu travailles avec les stars, plus tu es attiré par les gens ordinaires. Pour quelle raison, justement? Parce que justement, les stars, ils sont énergivores. Ouais. Ils te mangent toute ton énergie. Tu sais, des fois, moi, il m'arrivait, je plaisante pas, 60 appels par jour, par la même star, pour me demander tout et n'importe quoi. C'était qui? T'en penses quoi? C'était Paris Hilton. Ouais. Elle m'appelait 60 fois par jour. Au moment où c'était la plus grande star du monde. Mais tu en penses quoi cet article? Elle t'envoie un WhatsApp. Mais ça, et ce make-up, et cet hôtel. Et en fait, elle te bouffe tellement d'énergie. Au départ, c'est marrant. Ouais. Puis après, t'en as marre. Et tu réponds plus. Et après, elle te dit, ouais, mais pourquoi tu me réponds pas? Puis elle insiste, elle t'appelle 160 appels dans l'absence. Et en fait, tu te dis, mais en fait, les gens ordinaires, c'est eux, ils sont extraordinaires d'être ordinaires. Ouais. En fait, on devient extraordinaire en étant ordinaire. J'adore cette phrase. Ouais, c'est fou. C'est eux qui sont fous. C'est les gens ordinaires qui ont tout compris. Ouais. Après, je pense que l'humain, c'est un interne insatisfait. On voudra toujours... Moi, j'aime bien cette image. Tous ceux qui sont dans le château rêvent d'y sortir, et tous ceux qui sont dans le château rêvent d'y rentrer. C'est vrai. Toutes mes stars, elles me disent « Ah, Mani, qu'est-ce que j'aimerais être normal. Juste aller au cinéma. » Et puis après. Et après, quand on arrive dans un restaurant... Les gens la reconnaissent pas, ils me disent « Ah, mais je comprends pas pourquoi on me reconnaît pas. » Ça, c'est le côté... Le syndrome. Égocentrique de l'artiste, bien évidemment, qu'il a besoin toujours d'être connu et reconnu par les autres. L'artiste que tu voyais, par exemple, de l'extérieur et avec lequel tu as collaboré et qui t'a un peu, on va dire, interpellé, mais de manière négative. C'est plus simple que tu me dises qui a été l'effet contraire. Ouais. Oh, les artistes, moi j'ai eu beaucoup de déceptions. Ouais. Parce que moi je suis un philanthrope, j'adore tout ce qui est charity, etc. Et je me suis rendu compte que les artistes sont pas généreux. On les idéalise parfois. Voilà, on a une image c'est des gens qui sont hyper généreux. Non, en fait, tu sais, je vais te faire une analyse j'ai fait beaucoup d'études sur les stars en eux-mêmes. Je pense que pour être une énorme star,
il faut être très égoïste. Et ça, les gens, ils n'arrivent pas à le comprendre. Quand je leur dis, ils me disent, mais non. Mais je dis, mais si. Parce que si tu t'aimes pas tellement, moi, comment veux-tu que les gens t'aiment? Comment veux-tu que les gens te remarquent? C'est pas humain d'être devant 100 000 personnes en train de chanter, adulé. Faut avoir une certaine estime de soi-même quand même. Je pense que quelqu'un qui s'aime pas va pas aller devant une scène, ou quelqu'un qui se croit supérieur aux autres aussi. Faut se croire à l'école supérieure aux autres. Et ça se gère comment ça? Parce que ça doit pas être, ça doit être un peu compliqué c'est le plus dur. Pour toi de gérer c'est mon métier moi de gérer ça. Je fais du management, donc c'est le plus dur. Leur ego, ouais. Il faut jouer avec eux. C'est des enfants en fait. C'est des enfants à qui tu vas essayer de faire comprendre des choses, mais il faut pas leur dire à n'importe quel moment. C'est là où on est fin. Moi, avant d'être des stars, c'est d'abord des humains. Donc les humains, c'est quoi? T'as des gens sympas, t'as des gens cons, t'as des gens ultra cons, t'as des gens ultra sympas, ultra généreux, t'as de tout. Ouais. C'est pour ça qu'avant, il n'y a pas une star avec un caractère. C'est pour ça que les gens, ils comprennent pas ça. Ouais, mais les stars, c'est pas tous les mêmes. Ouais. Moi, j'ai la chance d'être associé avec Econ, que je co-manage avec Babs. Et en fait, quand je co-manage cet artiste, c'est vraiment un ami. On a été en vacances ensemble. Ouais. On a été au restaurant ensemble. Il connaît mes enfants, je connais ses enfants, je connais sa femme, il connaît ma famille, il connaît ma mère. C'est une star mondiale, elle a vendu plus de 30 millions d'albums. Et le mec, je suis parti à la Mecque avec lui. On a été faire un pèlerinage ensemble. T'imagines cette relation humaine? Mais ça reste une star. Mais il y a des gens qui le vivent bien. Lui, il m'a dit un jour une phrase que j'ai beaucoup aimée. Parce que lui, il adore les photos. Lui, dès qu'on lui demande une photo, il dit jamais non. Et Dieu sait qu'on lui en demande 1000 par jour. Ouais. À n'importe où, dans l'aéroport, dans le sauna, dans le spa, n'importe où. Et je lui dis, mais t'en as pas marre de faire des photos? Et il m'a dit une phrase, je n'oublierai jamais. Il m'a dit, Mani, quand t'es connu, tu ne t'appartiens plus, tu t'appartiens à ton public. Oui, à ton public. C'est beau, tout à fait, bien sûr. Mais s'en rendre compte déjà. Bien sûr. Mais les artistes, ils détestent les photos. Ils ont 50 gardes du corps, tu peux même pas les approcher de proche. J'ai envie de leur dire, mais ce métier est fait pour être généreux. Pourquoi faites-vous un métier aussi exposé si vous détestez être exposé? C'est là où il y a la contradiction. Ouais. Et il s'énerve quand il y a des photographes. Mais va pas à Saint-Tropez. Moi, j'ai eu Mac Tyson, avec qui je travaille, qui est exceptionnel. Et il me dit, il y a plein de photographes. Je dis, mais il n'y a pas que Saint-Tropez. Il y a des régions qui sont sublimes en France. Tu vas au Cap Ferré, caché dans une grande maison. Alors là, il n'y aura personne, à part des drones maintenant. Et encore, je pense qu'ils cherchent ça, mais en même temps, ils aiment se plaindre. Oui, je crois que c'est le paradoxe, on va dire, avec les artistes. Mani, on va faire une petite pause. On va se trouver un petit banc, on va manger des petits gâteaux, et puis on revient juste après pour bien évidemment finir notre balade avec nos auditeurs. شوفوا مالي مال حالي قول الناس يقولوا لله قولوا لله يهني الباس واشوفوا مالي مال حال من دون الناس يقولوا لله قولوا لله يهني الباس وقولوا لمي عودوا لمي وما كان باس يقولوا لمي ما الناس
Vous êtes toujours à l'écoute de Radio Soleil, au passage des artistes. Nous sommes avec Mani. Alors Mani, si on devait par exemple te présenter aux auditeurs qui ne te connaissent pas, qu'est-ce que tu pourrais dire en 2-3 mots ? Juste pour résumer un peu ce que tu fais. Avant, on m'appelait agent de célébrité. Et avec le temps, j'ai réussi à créer un réseau. Et je m'appelle networker maintenant, homme de réseau. Dans la musique, bien sûr, dans le divertissement, sport, célébrité, enfin... tout ce qu'on peut imaginer autour de la célébrité. C'est plus ça, je suis un connecteur. Je connecte des gens avec des stars. C'est un milieu très fermé, le milieu des célébrités. Et moi, j'ai réussi à créer un réseau, une espèce de toile d'araignée de réseau. Et j'arrive à trouver presque n'importe qui. Je mets au challenge quelqu'un de me dire de ne pas trouver l'agent de quelqu'un, ou le manager, ou l'avocat, ou l'artiste lui-même. C'est un petit peu mon métier. Alors tu vois, moi c'était mon rêve de pouvoir interviewer Gad Elmaleh. Et j'ai tout fait et j'ai pas trouvé. Alors on fait comment ? Si tu avais un conseil à me donner pour trouver Gad Elmaleh, ça fait 3-4 ans. Je vais peut-être mourir sans le rencontrer, ce garçon. Non. On fait comment, Mani? Alors moi, je le connais conseil. Personnellement. Il est passé à mes bureaux. C'est quelqu'un de très sympa. Je pense que ce qu'il faut faire... Alors, quand tu as un artiste comme ça que tu veux vraiment, c'est pas lui qu'il faut attaquer. Lui, il va se sentir opprimé. Il ne saura pas dire... Souvent, un artiste, quand il répond pas, c'est une espèce de non gentil. Va autour de lui d'un satellite. Autour de lui. Et par exemple, sa sœur, Julie Elmaleh. Je pense que c'est elle qu'il faut... Il faut en fait prendre des chemins de traverse. Parce qu'on dit l'homme qui murmurait aux oreilles de chevaux. C'est un peu ça. C'est sa sœur qui va lui dire « Ah, je pense que cette radio, tu devrais la faire. » Et lui, il va se dire « Oh, bah pourquoi pas. » Mais quand on demande un artiste frontalement comme ça, il va te dire « Mais je suis pas en promo, j'ai pas un film à faire. » C'est une espèce de non gentil. Et c'est un mec très gentil. Eh ben, écoute, voilà. Je me servirai de ton conseil. Je te tiendrai au courant, mon cher Mani. Si on te demandait l'anecdote la plus improbable que tu as pu vivre avec un artiste. Oh, j'en ai plein. Je sais qu'il y en a une tonne. Wow. Mais celle vraiment là qui te vient tout de suite à l'esprit. J'ai réussi, et c'est sincère, à monter dans un avion sans billet d'avion. Ça, c'est du jamais vu. Grâce à un artiste. Il y avait tout le monde sauf mon billet. Ouais. Et on est parti en Corse, on a fait un Paris à Ajaccio, sans billet d'avion. On a fait tout un cinéma avec... on n'avait pas acheté des billets d'avion. Il manquait un billet d'avion dans l'équipe, c'était moi. Et on a réussi à avoir le chef d'escale, mais il y a longtemps. Aujourd'hui, ça pourrait plus se faire, parce qu'à l'époque, c'était printé. Ouais. Ils nous ont printé un billet pour que je puisse monter. C'est complètement dingue, ça. C'est du jamais vu. Vous avez... on avait prévu de se dire tu. Alors, tu as, paraît-il, visité... plus de 160 pays, au moins, j'ai envie de te dire. Est-ce qu'il existe encore un endroit que t'aimerais faire, que t'as pas eu le temps ou t'as pas eu l'occasion de faire? Alors, c'est fou ce que je vais te dire, mais à un moment, surtout quand tu visites toujours les mêmes pays, même si t'en visites beaucoup, en moyenne, j'en fais environ 60 par an, tu vois, donc c'est beaucoup déjà. Je voyage toutes les semaines. À un moment, tout se ressemble. Et c'est la philosophie de la vie, c'est de se dire on est tous les mêmes en fait. En fait, si tu regardes, tu as des traits de caractère de pays. Par exemple, l'Asie, c'est vraiment spécial. L'Amérique latine, c'est vraiment spécial. Les États-Unis, c'est vraiment spécial. Les Émirats, c'est vraiment spécial. L'Afrique, c'est spécial. Une fois que tu as fait à peu près tous ces couleurs de pays et de paysages, franchement, ça se ressemble. Là, j'étais en Géorgie, j'étais à Tbilissi. C'était la première fois. Et j'étais en tournée avec Kanye West. On a fait un gros concert de Kanye West pour un énorme, dans un stade de, je crois que c'était 78 000 personnes. Et quand j'ai visité la ville, ça ressemblait un peu à Moscou. C'était vraiment pareil, les mêmes orthodoxes, les mêmes... Donc en fait, finalement, j'ai pas envie, à part si tu me dis un pays, franchement, j'ai tous, pas tous, mais au bout d'un certain moment, 35 ans de tournée, à un moment... Bien sûr. Notre métier à nous, c'est de voyager. C'est pas ça qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est de peut-être me cultiver plus. C'est peut-être ça qui me manque, moi. De plus apprendre les langues, m'intéresser plus à la culture, à d'autres gens. Y aller physiquement, oui, ça peut être sympa, mais je pense que c'est bien aussi de s'intéresser à la culture. Et moi, je crois que la culture, c'est tout aujourd'hui. Qu'est-ce que tu as appris de toutes tes rencontres ? Est-ce qu'il y a un enseignement, quelque chose qu'on est tous les mêmes. On est tous les mêmes. Dans chaque ville, dans chaque quartier, dans chaque communauté, t'as des profils. T'as le menteur, t'as le gentil. Et t'arrives à les dénicher. T'as le généreux. À les dénicher. Bah oui, ça se voit tout de suite. En fait, j'ai toujours dit, moi, une fois dans un interview, j'ai dit,
Quand vous sortez de chez vous, dites-moi le nombre de personnes que vous rencontrez par jour, à peu près. Le matin au soir. Je dirais, une personne lambda elle va rencontrer 10 à 20 personnes qu'elle connaît déjà. Par exemple, sa collègue de bureau, son chauffeur de taxi, le mec du bus. Moi, je rencontre des milliers de personnes par jour. Parce que je fais des milliers de pays où je rencontre des milliers de personnes. Quand je dis des milliers de pays, j'exagère, mais je veux dire plein de pays. Et en fait, tu rencontres plein de caractères différents. Puis en fait, tu dis, mais en fait, on est les mêmes. Dans chaque pays, j'ai rencontré des gens comme en France. Un fou, un mec qui croit ou un mauvaise foi, ou un mec super sympa, ou un mec généreux, ou un mec hyper intelligent. On a toujours ça, ces profils. Et on dit qu'il y a à peu près 20 caractères différents. Plus ou moins. Ouais. Il y a 20 traits de caractère différents. Alors, on est 6 milliards, c'est énorme quand même. Donc 20 fois divisé par 6 milliards, à peu près ça. Après, tu as des plus ou moins. Hein. Ouais. Mais je crois que ça. Et je crois qu'aussi, il y a une chose qui m'a marqué. Ça va être fou ce que je veux dire, mais c'est la vérité. Je me suis rendu compte que l'homme est extra XL égoïste. Faites chacun pour soi. Et Dieu pour tous. Tu verras jamais quelqu'un qui va dédier sa vie vraiment à aider les autres. Je m'en suis rendu compte. Je me suis dit, mais en fait, chacun on a nos problèmes. Tous les jours, on se lève. Après, c'est des petits, des grands, des extra problèmes. Oui, il y a des niveaux, ouais. Voilà, et souvent, l'humain pense que quelqu'un va les aider le matin, quelqu'un va venir frapper à votre porte. Et je pense que c'est ça qui anime certaines personnes aussi, en se disant, un jour, mon prince charmant viendra sur son cheval blanc. Mais c'est beau de tenir l'espoir. Mais moi, je suis un peu le casseur de rêves. Ouais. Ça n'existe pas. Il faut se lever le matin. C'est pour ça que j'aime les Américains. Les gens me disent, ouais, Mani, t'es trop américain. No pain, no gain. Moi, on me dit, je suis un Marocain. Parce que je suis Marocain-Américain. J'ai les deux nationalités. Et en fait, et français, bien sûr. Et en fait, je me dis quoi? J'aime les Américains. Parce que les Américains, ils n'attendent pas ce fameux prince charmant ou cette Cinderella, cette princesse qui va venir. Ils y vont, eux. Ils vont aller chercher des opportunités. Bien sûr. Parce que là-bas, on a un système social différent. Si tu ne vas pas, tu meurs. No pain, no gain. Ouais, no pain, no gain, ouais, voilà. C'est ça. C'est-à-dire le matin, l'Américain, il a déjà 6 crédits. Ouais. Des fois, il a 2 boulots. Et il ne se plaint pas. Ouais. Alors que le Français, il a des super possibilités, mais il va se plaindre. On aime se plaindre en France. Je crois que c'est culturel. On adore se plaindre. On est une société peut-être parfois on va dire, c'est comme les enfants un peu trop capricieux qui ont été trop nourris. C'est ça. Mais je les appelle parfois, et à tort, j'avoue, mais je suis mauvaise langue, c'est les enfants capricieux de la République. Ouais, c'est ça. Mais moi, j'ai une phrase que j'aime beaucoup. Paris, la France est le plus beau pays du monde. Mais comme Dieu... il aime équilibrer la balance entre les pays. Il a mis les Français à l'intérieur. Pas mal, non? C'est vrai, c'est pas mal du tout, d'ailleurs. C'est le plus beau pays du monde. C'est vrai. C'est la mentalité qui va pas. Je confirme. D'ailleurs, en parlant du plus beau pays du monde, j'avais lu quelque part, parce que j'ai farfouillé un peu, et j'ai lu qu'il paraît que là où tu dormais le mieux, c'était à Marrakech. Ah oui. C'est vrai. Ouais. Mais pour quelle raison, Mani? Alors, médicalement, ils disent que il y a une raison. Ouais. J'y crois aussi. T'es entre la montagne et le désert. Ouais. Donc, t'as l'air sec et t'es une espèce de cuve comme ça. Et il paraît que ça, c'est la raison médicale. Mais je pense que c'est les gens. Ouais. Je te jure. Il y a des ondes. Et je suis pas de Marrakech en plus. Ouais. Je ne suis pas de Marrakech. Donc, je peux pas lever le drapeau en disant, ouais, c'est la plus belle. Non, moi, je suis de Fès. Ça n'a rien à voir. Ouais. C'est comme tu dirais Marseille-Lille. Tu vois. Ouais. Je pense que l'humanité des gens, vraiment, les gens sont vraiment gentils à Marrakech. Ouais. Tu le sens, même avec les petits commerçants, quand tu vas acheter ta petite bouteille d'eau et tout. Je pense que c'est l'énergie de Marrakech. C'est pour ça que ça marche aussi bien. Ouais. Il y a tellement de pays qui ont essayé. Et d'ailleurs, le Maroc a essayé avec Tanger, ils n'ont pas réussi. Ils ont essayé avec Rabat, un petit peu. Mais personne n'arrive à détrôner cette ville. Tu te rends compte que c'est la 6e ville la plus visitée du monde. Du monde. C'est énorme. L'aéroport de Marrakech, personne n'arrive. Ils ont essayé en Tunisie, ils ont essayé tout le monde a essayé. Personne n'a réussi à détrôner cette ville. Je pense qu'il y a un truc spécial, une magie. Et c'est là-bas où tu dors le mieux? Ah, moi, je dors comme un bébé. Oui. Tu fais des cures de sommeil. Il paraît que la lumière aussi. Ouais. Il paraît que quand tu as une très belle lumière, mais là-bas, pour les photos, pour les clips vidéo, c'est extraordinaire. Il paraît que tu dors mieux. En fait, et puis, attention, c'est là-bas que je dors le mieux, mais c'est là-bas où je suis le plus en forme aussi. Ouais. Le matin, je me réveille. Je sais pas.
On va peut-être se faire une petite cure de sommeil à Marrakech avec toute l'équipe de Radio Soleil. On a besoin d'un peu de repos. Et vous le méritez. C'est pas Hamid qui va nous contredire, je crois. Vous le méritez. Mani, tu as connu le vinyle comme nous. On est à peu près de la même génération. Le CD. Aujourd'hui, il y a l'intelligence artificielle qui arrive dans le on va dire le milieu de la musique. T'en penses quoi, toi? Moi, je pense que chaque nouvelle révolution, moi, je suis un progressiste. Moi, je suis pas la personne qui aime les choses à l'ancienne. Avant, c'était mieux. J'aime pas ces choses-là. Moi, je suis un progressiste. Moi, je l'utilise, par exemple, ChatGPT. J'adore. Ça, je parle avec ChatGPT comme si c'était mon pote. Mais moi, j'étais très tôt dans ChatGPT. Hein. Et en fait, il faut pas avoir peur du progrès. Je vais te donner un exemple. Quand on est passé du vinyle au CD, je me souviens, dans le milieu de la musique, ça a fait une révolution. Mais ça va pas, mais le son, il est pas meilleur, nanana. Après, quand on est passé du CD au numérique, alors là, c'était la révolution. Tout le monde a eu peur. Eh ben, tu sais quoi? Il n'y a jamais autant de consommation de musique qu'aujourd'hui. Donc, ça n'a pas tué la musique, ça a fait évoluer. Moi, j'utilise l'intelligence artificielle comme un moyen. Ouais. Après, si on ne sait pas l'utiliser, en anglais, on dit « Don't follow the wave, be the wave ». Ne suis pas la vague, sois la vague. Utilise ça à bon escient. Par contre, la créativité, elle existera toujours. La preuve, combien de numéros 1 on a en intelligence artificielle aujourd'hui? 0. Il n'y a aucune musique qui a été faite avec l'intelligence artificielle qui est numéro 1 des charts. Pourquoi? Parce que les gens, ils s'attachent aux failles de l'humain. L'intelligence artificielle, c'est trop parfait. La basse, elle est trop parfaite, la batterie est trop parfaite, la voix est trop parfaite, les mélodies sont trop parfaites. Donc en fait, l'humain, ce qui achète la musique, ça va pas être des robots. C'est pas qui consomme la musique, c'est nous, les humains, avec nos failles et nos défauts, et aussi notre appétit artistique. Ouais. Donc si c'est Et trop puis l'émotion également, il y a de l'émotion, c'est important. C'est l'émotion. Oui. Donc un robot, il pourra jamais faire l'émotion d'un humain. Bah, pas encore en tout cas. Il pourra nous aider. Oui, peut-être. Mani, quel est ton... peut-être que je devrais poser la question à ton équipe, mais quel est d'après toi le plus gros défaut quand tu travailles? Ah, j'en ai beaucoup. Mais numéro 1, je pense, c'est l'impatience. Ouais. Je suis un impatient chronique. Moi, il faut que ce soit fait tout de suite. Et ça rend fou mes équipes dès que je leur dis tout de suite. Moody Mike, par exemple, quand il réalisait un clip, je veux voir ça tout de suite. Il me dit, mais Mani, il faut que je prenne le temps, il faut que je fasse le calcul, justement, IA, montage. Non, tout de suite. Je pense, mais par contre, ça a été une qualité aussi. Ouais. Tu sais que l'impatience, si c'est bien géré, je le gère de mieux en mieux, ça peut être aussi un moteur. Parce que si tu attends que les choses arrivent, elles arrivent jamais. T'es plutôt entreprenant comme garçon quand tu veux quelque chose, dans tu tout, vas vers... Même dans mes histoires d'amour, même dans ma vie entrepreneuriale, ouais. Même dans ma vie de sportif, j'entreprends les choses. Ouais. Donc je peux pas, moi, attendre que les choses arrivent. Mais si c'était arrivé, mais je serais resté dans mon village. C'est peut-être le secret, Mani. Ben Après oui. tout, c'est peut-être le secret. Mais j'y crois. C'est vrai que parfois, les gens attendent que les choses leur tombent du ciel. Bien sûr. Et c'est peut-être ça. C'est aussi le défaut d'artistes qui n'ont jamais réussi. Ils me disent toujours, ouais... Alors, la phrase préférée des artistes que j'adore entendre, et on dirait que je les vois arriver à 200 km. Oh, mais lui, il n'a pas de talent, on l'entend toujours à la radio. Et moi, je leur réponds, ouais. Si on l'entend à la radio, c'est qu'il a un certain talent, que tu n'as pas. Certainement. Parce que si on l'entend à la radio, c'est qu'il a du... Moi, je dis toujours à l'artiste, et ça, ils n'aiment pas entendre ça. Mais oui. Je leur dis, si on l'entend à la radio, c'est qu'il s'est débrouillé mieux que toi. Voilà. Donc, il a un talent que tu n'as pas. Ne serait-ce qu'au niveau relationnel, en tout cas. C'est un talent que tu n'as pas. Voilà. C'est évident. Est-ce que tu es capable aujourd'hui de passer une journée sans téléphone? Est-ce que d'ailleurs tu arrives? Impossible. Non, tu peux pas. Même avec mes enfants. C'est impossible. Moi, si j'oublie mon téléphone, je remonte. Moi, j'ai beaucoup d'admiration. J'ai une profonde admiration pour les gens qui arrivent à séparer leur téléphone. Mais moi, je peux pas parce que mon business est basé sur le téléphone. Moi, c'est toute la journée des mails, des WhatsApp, des nouvelles annonces, un nouvel artiste qui sort, une nouvelle annonce d'une date. En fait, par exemple, quand je suis dans l'avion, maintenant ça va mieux parce qu'on a le Wi-Fi dans l'avion. Oui. Quand j'atterris, j'ai un nombre incalculable de messages. Le problème, il faut y répondre. Donc, en fait, c'est du boulot que tu laisses en suspens. Et tu laisses ton boulot en suspens, après, tu peux plus répondre. Donc après, c'est l'effet de boule de neige. Après, tu n'as plus envie de répondre. Et c'est pour ça que les gens, ils sont surdépassés. C'est un peu comme la vaisselle. Il faut la faire au moment où tu manges, tu nages. Sûr. C'est tout con, à part ça, la vaisselle, tu le mets dehors comme moi. Mais je veux dire, si tu commences à laisser,
Après, c'est insurmontable. Et après, tu as du mal. Et c'est pour ça qu'il faut mieux passer un petit peu de temps, tout le temps sur son téléphone, que faire comme certaines personnes, se passer du téléphone pendant 2 jours. Donc, vendredi, samedi, dimanche, ils éteignent leur téléphone. Et le lundi, ils arrivent au bureau, ils ont 160 mails, 25 messages à répondre. C'est pas ma technique. Ouais, c'est pas le bon plan, en tout cas. Pas pour moi. Mani, le plus beau compliment qu'un artiste t'ait fait? Il y a un artiste, un jour, il m'a dit merci d'exister. Un gros artiste américain avec qui j'ai beaucoup travaillé. Ouais, je vais pas le citer parce que c'est personnel. Mais il m'a dit merci d'exister. Ton succès est mon succès. Quand il m'a dit ça, ça m'a fait tellement plaisir. Et c'est rare qu'un artiste soit reconnaissant. Crois-moi. Dieu sait qu'on a fait des choses pour les artistes. Mais nous, on n'attend pas de la reconnaissance. Je veux dire sincèrement, son succès, le fait qu'il ait un succès, ben nous, on a ce petit sourire de coin en se disant quand même, on a bien travaillé. C'est une belle reconnaissance, en tout cas, bien évidemment. Mais qu'ils te le disent, des fois, ça fait plaisir. Bien sûr. Mais on n'a pas besoin de tout le temps. Ouais. Moi, j'avais besoin de cette reconnaissance plus tôt. Maintenant, j'arrive à un âge où moi, tant que les gens autour de moi, ils sont fiers de moi, mes parents surtout. Bien sûr, c'est important. C'est mes parents qui sont importants. Moi, j'ai besoin de la reconnaissance de mes parents. Alors justement, parce qu'on va généralement, on focalise beaucoup sur ton univers artistique, les stars. Est-ce qu'on peut parler de tes parents? Bien sûr, moi je suis très fier d'eux. Mani, justement, est-ce que tu peux nous parler d'eux? Comment moi j'ai des parents extraordinaires. Ils vivent les choses par rapport à ta réussite? Quel rapport bizarre. Ils ont? C'est très bizarre. Oui. Au début, mes parents ils comprenaient pas. Pour eux, je faisais un métier de saltimbanque. Oui, comme tous les artistes. Comme tous les artistes, même les métiers artistiques, même de médias comme bien toi. Sûr, ils vont se dire pourquoi tu n'as pas choisi mon papa qui était réalisateur ne voulait absolument pas que je fasse de la radio. Comme moi, j'aimerais pas que mes filles fassent de l'artistique. C'est bizarre, alors qu'ils sont doués. Mais en fait, on se rend compte que ce métier est tellement dur. Je pense que c'est de l'inquiétude. Mes parents étaient inquiets pour moi. Ils ont dû se dire, celui-là, il va terminer sous les ponts, au mieux. Qu'est-ce qu'on va faire de lui? Eux, ce qu'ils voulaient, c'était que je sois heureux. Et ils m'ont dit un jour, fais ce que tu aimes, mais ne ramène pas de problème. Ça, j'ai aimé cette phrase. C'est très direct, les papas. Tu les as suivis? Bah oui, je n'aurais jamais ramené de problème. Mes parents, ils n'ont jamais eu de poids avec moi. Un jour, mon père, il m'a dit, on parlait des compliments, il m'a dit, tu sais ce que j'aime chez toi, c'est pas ta réussite, ton argent, ton succès, t'as acheté ça, etc. Il m'a dit, c'est que tu nous as jamais pesé. J'ai jamais ramené la police. C'est important, ça, pour J'aurais jamais demandé d'argent. Si je leur ai acheté une maison, je les ai envoyés à la Mecque. Je me suis qu'aujourd'hui, ils sont au Maroc, ils sont en vacances, je les envoie en vacances 3 fois par an. Et passer du temps avec eux. Mes parents, ils m'ont dit, non, on s'en fout de ton argent. On s'en fout de ton succès. Ce qu'on veut, c'est que tu passes du temps avec nous. Et surtout tes enfants. C'est important. Limite, moi, ils me calculent plus, ils veulent les enfants. Les petits-enfants. Pour eux, c'est trop important. Maintenant, ils sont plus, et je sais de quoi je parle, mais c'est vrai qu'ils sont plus parents, ils sont grands-parents. Je crois que c'est presque moi, ils sont plus important. Arrière-grands-parents. Avec mes sœurs, qui sont encore des enfants. Donc, c'est arrière-grands-parents. T'imagines? Oui, c'est formidable. C'est vrai. Et ce que j'ai aimé, c'est qu'ils sont en vie, ils ont vu tout mon succès. J'aurais tellement été frustré. J'ai eu un ami comme ça, un de mes associés. Ses parents l'ont pas vu réussir. Et il le vit très mal. Ils l'ont vu galérer. Donc, ils sont partis avec une espèce de sentiment de dire, on va laisser quelqu'un qui n'est pas accompli. Moi, ils ont vu que pour eux, la réussite, c'est pas que financière. C'est la réussite de se dire, c'est un bon fils. Ils m'ont toujours dit, sois un bon fils. Et ça, j'aime bien. Et tu sais, dans notre société dans laquelle on est, où on est vachement essentialisé, toujours les Arabes, les Noirs, sache que quand on est bien éduqué, on est extrêmement bien éduqué. Beaucoup mieux que dans les très beaux quartiers où j'habite. Et je peux te le dire parce que je le vis tous les jours. Ça, je le confirme et c'est ma plus grande frustration, j'avoue. Et c'est dommage qu'on ne rentre pas là-dedans. Et les médias comme toi devraient mettre encore plus d'éclairage sur l'éducation. Bien sûr. Parce que dans nos familles, c'est vrai, il y a des familles, elles ont un peu baissé les bras. Mais 99% des familles, chez nous, ça rigole pas. Nous, on est très bien éduqués. Nous, on se lève pas de table et on parle pas mal au papa, ni à la maman. On range sa chambre, etc. Et je le vois, moi, dans les grandes familles marocaines, pas financières, grandes familles avec des principes, je parle. Les familles sont très bien éduquées. Et c'est vrai que c'est des valeurs qui, parfois, malheureusement, se perdent. Ici. Et elles se perdent. Et c'est souvent des gens bien qui trinquent, qui trinquons. Nous trinquons. Et je dis, parce que c'est vrai que c'est une émission qui participe, en tout cas. Solaire. Oui, on est sur Radio. On est sur Radio Soleil. Et c'est vrai que c'est une émission qui, en tout cas, c'est ce que je souhaite, qu'elle puisse contribuer à l'éducation par la culture. Et c'est important. Moi, je ne crois qu'à ça. In art we trust.
Moi, je crois à ça. Dans l'art, on croit. Je pense que la clé aujourd'hui pour les jeunes, c'est la culture. Et je ne sais pas pourquoi on fait un blocage avec la culture en France. Alors qu'aux États-Unis ou dans d'autres pays, surtout la Scandinavie, moi j'ai beaucoup voyagé en Suède, en Finlande, etc. Pour eux, il y a le matin l'école, l'après-midi c'est la culture. Oui. Ou le sport. C'est pour ça qu'on n'entend jamais parler de ces gens-là. On n'entend rien, il n'y a pas de problème dans ces pays-là. Les énergies sont focalisées sur des activités, sur une passion, sur quelque chose. Dans l'éducation nationale, il n'y a pas que des médecins. Ouais. Il va avoir des profs de sport, il va avoir des DJ, il va avoir des menuisiers. On peut pas éduquer les gens pareil. C'est pas possible. Mani, la chanson qui te donne le smile, tout de suite, dès que tu l'écoutes. Mais alors, systématiquement. Ah, Michael Jackson. Michael Jackson. Remember the Time. Allez, on va s'écouter ça. Parce que c'était ma chanson que j'écoutais quand j'étais aux États-Unis. Et tu sais quoi, on va se l'écouter, puis tu vas nous raconter. Je pense que tu as encore des petites choses à nous raconter par rapport à Michael Jackson. On se retrouve juste après. Vous écoutez Au Passage des Artistes
avec Jazzia. Vous êtes toujours à l'écoute de Radio Soleil au passage des artistes. On entame cette troisième partie avec toi, Mani. Toi qui nous fais voyager à travers la culture, à travers tes souvenirs, à travers également ta profession. Là, on vient de s'écouter justement, parce qu'on parle du temps qui passe, bien sûr. Absolument. Michael Jackson. T'as une anecdote à nous raconter par rapport à cette immense star, d'ailleurs, qui est partie, malheureusement, qui nous a quittés trop tôt, le 25 juin. Est-ce que tu as une anecdote à nous raconter par rapport à... Moi, en fait, j'ai commencé la danse grâce à Michael Jackson. Parce que je suis tombé... Tu étais fan? Ouais, je suis tombé fan. Quand j'ai vu le clip Bad, avant Thriller, parce que Thriller, j'étais trop petit, et j'ai vu Bad, j'ai dit waouh, ça m'a mis une claque. Je me rappelle à l'école, on essayait tous de l'imiter, on essayait de faire les pas, et j'ai dit un jour, je vais le voir. Ouais. Et j'ai eu la chance de le voir au Parc des Princes, parce que j'étais, par rapport au fait que j'étais chorégraphe, Billy Goodson, qui était son chorégraphe, qui m'a fait la chance de le rencontrer. Je peux même pas te dire l'effet que j'ai eu. Et pour l'histoire, j'ai bossé avec les 3T qui sont ses neveux. Je les ai fait tourner. Et également sa fille, Paris Jackson, avec qui j'ai travaillé pour la Fashion Week et j'ai fait des événements avec elle. Donc la boucle est bouclée. Ouais, c'est fou hein, voilà. Quand on arrive à et j'avais le poster de Michael Jackson dans ma chambre. Je me rappelle, j'avais acheté ça dans un magazine, je l'avais ouvert, scotché, mal scotché. Et après, je le vois. Je peux dire que l'effet, c'est juste extraordinaire. Je souhaite à des jeunes d'avoir une passion dans leur vie. Souvent, ils en ont pas. Mais quand je vois les jeunes qui se tournent en rond, moi, j'avais une passion, c'était de le voir. Je voulais juste le voir. Ouais. Et quand je l'ai vu, mon cœur, il battait. Et en fait, c'est un génie. C'est un génie. Et je crois qu'il y en a un par siècle. Il y en aura pas, tu crois, justement, toi qui... Tu penses qu'on en aura un autre comme ça, aussi génial, un visionnaire presque. Mais il y aura toujours un. Ouais. Il y a eu un Mozart, il y aura eu un Michael Jackson, il y aura un Picasso, il y aura toujours un Stevie Wonder, il y aura toujours... J'ai travaillé avec Stevie Wonder, donc c'est aussi une grosse fierté. Je pense qu'il y en a un par siècle comme ça. Un espèce de génie qui sort comme ça. Un Michelangelo. Ça a été presque un mirage, cet artiste, parce qu'il est parti d'une manière mais souvent, fulgurante, c'est dingue. Edith Piaf, elle est partie pareil. Ouais. Frank Sinatra, pareil. James Dean, pareil. Ils partent tous pareil. Encore une fois, une vie de souffrance, une vie d'artiste. Ouais, ça va ensemble. Ça va ensemble. Il y avait un prof qui m'avait dit une phrase, mais ça, j'oublierai jamais. J'étais en CE2. Tu te rends compte la mémoire qu'il faut avoir CE2? Je crois qu'on a quel âge? On a 6 ans. Ouais. Il avait dit une phrase que j'oublierai jamais. Si vous voulez être artiste, je sais pas pourquoi il a dit cette phrase, vous allez souffrir toute votre vie. Et je l'ai écouté. Je dis, maintenant, je comprenais pas à l'époque. Il disait, si vous voulez une vie d'artiste, vous allez souffrir. Ça coûte cher d'être un artiste. Des fois, je me dis, j'aurais pas dû faire ça. Ouais. Des fois, je me dis, j'aurais dû avoir une vie normale, un salaire normal. Parce que ça va vite. Ça demande trop de sacrifices. Ouais. Ça demande beaucoup. Qu'est-ce que tu as dû sacrifier, toi, par exemple? Le temps. Ouais. Le temps avec mes parents. J'ai pas eu une enfance normale. Je suis parti de mes parents à 14 ans. Normalement, on passe son bac. Ses parents, ils sont avec vous. Mm-hmm. Après, on fait l'université. Après, on part. Moi, j'ai pas eu tout ça. J'ai pas essayé ce que c'était des anniversaires normaux. Anniversaires, des fois, je les passais tout seul ou avec des potes. Ouais. Quand on est à 14 000 km de chez soi et que sa maman, elle sait même pas où tu es. Je lui disais pas à ma mère, parce que j'avais peur de l'inquiéter. Les enfants qu'on voit pas tout le temps, une instabilité. C'est très important ça, à le noter. Il faut pas que les gens ils pensent qu'ils soient attirés par la lumière, par la célébrité, mais ils se rendent pas compte que c'est une instabilité psychologique au jour le jour. Nous, on fait un métier de funambule. On est sur un fil. Ouais. Et on peut tomber ou à droite ou à gauche. Et les gens ils disent ouais, mais ils voient que le succès, les montres, les voitures, l'argent, les fringues. Oui, mais ça, c'est de l'apparence. Le fond, c'est que tu as une instabilité psychologique tous les jours. Moi, je suis un angoissé au jour le jour. Je peux pas vivre une belle vie dans mon métier. Si tu peux vivre des petits moments de bonheur, extraordinaires par contre. En fait, nous, on appelle ça l'exponentiel. Tout est exponentiel dans notre vie. Quand on est heureux, c'est le grand 8. C'est que personne ne peut avoir ce qu'on a. Ouais. On a des moments de bonheur extraordinaires. On est à Madison Square Garden, on est là, on est dans des avions de 150 millions de dollars. On vit dans des suites de 200 mètres carrés. Et après, hop, on redescend. On peut être... Ça m'est arrivé. Ça, c'est une anecdote marrante. J'étais sur un yacht, j'oublierai jamais, 100 mètres. Avec piscine à l'intérieur, terrain de basket. Et j'étais dans des problèmes sur mon téléphone, à l'ombre. Et tout le monde était en train de jouer dans la piscine, tout le monde était en train de rigoler. Et moi, j'étais angoissé parce que l'artiste avait raté l'avion.
Donc j'étais en train de gérer une annulation monumentale. Donc ça veut dire que c'est pas l'endroit où on est qui est important. On peut être dans son petit village du Maroc en train de manger une pêche et regarder la nature et être très heureux avec rien. Bien Et sûr. on peut être dans un bateau de je sais pas combien de millions ou dans un jet privé ou dans une suite et vivre les pires moments d'angoisse de sa vie. Donc c'est pour ça que c'est pas le lieu géographique qui compte, c'est l'état mental dans lequel tu es. Et j'ai compris qu'il vaut mieux être heureux psychologiquement que financièrement. C'est vrai. Et un pauvre, il va toujours courir derrière l'argent. Et moi, toute ma vie, j'ai couru derrière l'argent, pensant que c'était la notion du bonheur. Et quand j'en ai eu un petit peu, je me suis rendu compte que c'était pas tout. Ça sert, attention, Bien sûr. ça sert à rendre les gens heureux. Ça participe en tout cas, Ah bah bien oui. sûr. Bah, bien sûr. Ça aide. C'est l'argent. Il y a une phrase qui dit, si t'as pas d'argent, l'argent fait pas le bonheur, mais si tu en as pas, c'est sûr que c'est ton malheur. C'est clair. Vous m'êtes malheureux avec des millions qu'être malheureux pauvre. Donc je dis toujours. Maintenant, je me suis rendu compte que la santé mentale est beaucoup plus importante que l'argent. Et moi, je respecte les gens qui vont aller ouvrir un restaurant en Thaïlande, ils se disent, moi, j'ai un challenge, je prends mon courage et j'y vais, et j'ai envie d'une paix, une paix du cœur. Passer de banquier à ouvrir un restaurant en Ah, mais Thaïlande. il y en a qui balancent j'en connais, tout c'est pour du ça que je jour au dis ça. lendemain. Ouais, ouais. J'ai un ami banquier, il me dit, moi, je pars Ouais. en Thaïlande. Ben, moi, j'ai beaucoup d'admiration pour des gens comme Bien ça. sûr. Parce qu'ils ont compris que courir derrière des choses, un petit crédit, une petite vie, on n'est pas né pour ça. Je pense que on mérite mieux. Bien sûr. Le mérite, c'est quoi? C'est de se dire, et pourquoi pas? Ça, c'est ma phrase préférée. Un jour, on m'a dit, ouais, mais pourquoi? Je dis, pourquoi pas? Ouais, mais Ça ouvre des portes tout de suite. voilà, et pourquoi pas? Et oui. Il y a des gens, c'est toujours mais, le mais. Oui, c'est bien le mais il y a le et. Moi, je préfère le et. Et tu as bien raison. Mani, tu as encore des projets, un super challenge là aujourd'hui. J'en ai tellement. Oui. Ça s'arrête jamais, ce métier. C'est un métier de malade. Là, ton C'est addictif. prochain, on va dire ton prochain truc, tu as vraiment envie de faire, par exemple. Ben, moi, Par exemple, l'artiste avec lequel tu as vraiment envie de collaborer, tu n'as pas encore eu l'occasion de faire. J'ai travaillé franchement avec tout le monde. En tout cas, ceux que je voulais moi. C'est pas l'artiste qui m'intéresse avec qui je travaillais. Ça, on dit que c'est de l'alimentaire dans nos métiers. C'est du business et tout. Non, j'ai envie de créer des choses. J'ai envie de l'Afrique, moi. Moi, j'ai envie d'aider l'Afrique. J'ai envie de créer le premier gros label indépendant africain, boîte de management. Ça existe déjà, mais c'est pas super cool. C'est pas encore ce que j'aime. Ils sont un peu amateurs. J'ai envie de découvrir des nouveaux artistes, mais j'ai pas eu le coup de cœur. J'ai pas eu encore tu vois, l'artiste quand il vient dans ton bureau, tu fais waouh. Ouais. Alors peut-être Tu fonctionnes comme ça, toi, à l'instinct? Ah bah oui, parce que si moi je dis waouh, le monde il va dire waouh. Mais si moi je dis pas waouh. Si tu n'y crois pas, en tout cas, bien évidemment. Moi je dis toujours, si je dis waouh, peut-être ça va pas marcher. Mais si je dis pas waouh, c'est sûr que ça marchera pas. Donc il faut que j'ai le coup de cœur. Mais de toute façon, je veux dire une chose. Le meilleur manager du monde ou agent, c'est celui qui croit en son artiste. Pas qui fake. Si tu fakes, ça se voit. Il faut que tu sois dire. Parce que moi, si je veux te convaincre, toi, demain à Radio Soleil, de le passer en playlist, il faut que je sois sûr d'aimer ce que je veux. Bien sûr. Et ça m'est arrivé d'aller défendre des artistes que j'aimais pas. J'y arrivais pas. Ça marchait pas. Par contre, quand je dis au mec, tu me fais confiance. Ça va être l'artiste de demain. Et j'ai réussi. Et on en a fait des succès. Et grâce à Dieu, ça a marché. Mais quand tu y crois pas, j'y crois pas non plus. J'arrive pas. J'arrive plus à me forcer. J'ai essayé, ça marche pas. En fait, il faut faire les choses avec le feeling. On a avec le cœur. Ce fameux mot qui revient, l'émotion. Mani, un dernier mot pour nos auditeurs. Moi, je pense que la chose la plus importante au monde, c'est la passion. Sans passion, on peut rien faire. Donc, faites tout avec passion. Cuisinez avec passion. Aimer avec passion. Aimer avec passion. L'amour, c'est le moteur. Bien sûr. Moi, je dis love is oxygen. C'est-à-dire, on peut pas respirer si on n'aime pas. Après, il faut être réaliste. Le mot passion est réaliste. Il faut trouver le bon combo. Et souvent, les gens, ils sont trop de passion, pas assez de réalisme, trop de réalisme, pas assez de passion. Si on arrive à bien juguler un peu les deux, c'est un peu comme la voiture. Il y a le frein et il y a l'embrayage. Tu vois, il faut bien trouver le truc. Oui. Et c'est ça, l'histoire. Et Radio Soleil, moi, je suis là pour vous supporter. Je dis pas ça pour faire bien. Moi, j'adore les radios, j'adore le message que vous transportez. J'adore ce que vous apportez aux gens. Et puis, il faut savoir qu'une communauté, à la fin, ça s'intègre. Ça devient meilleur que c'est l'intégration. Et ça, il faut le dire aux jeunes. Bien sûr. On n'est pas différents, on est juste complémentaires. Et si on arrive à faire passer ce message aux gens en disant, on est chez nous ici, avec nos manières de voir les choses, mais on va s'intégrer à notre manière. Et personne ne va nous imposer la manière dont on va s'intégrer. À partir du moment où on reste dans la loi, tout va bien aller.
Et toutes ces petites tensions, la politique qu'il y a en ce moment, les méchants c'est eux, les gentils c'est eux, ça marche pas. Trouvez du boulot aux gens et vous allez voir que tout va bien se passer. Mani, merci beaucoup pour ces mots. Merci pour toi, merci pour cette vraiment, invitation, c'était un très beau moment. C'est vrai, bah, écoute, je suis ravie. En tout cas, merci beaucoup pour cet échange. Ça change, j'ai presque envie de te dire. Et en tout cas, merci pour ce voyage également. Et puis, on revient nous voir quand tu reviens sur Paris, quand tu veux. Merci Radio Soleil, et peut-être je vous emmènerai une célébrité avec moi un jour ici. Au Passage des Artistes vous a été présenté par Jazzia. Ça faisait déjà des mois que je ne te supportais plus. Comment se faisait-il qu'un jour tu m'avais plu? Avec le temps tout s'en va et tout devient faux, et ne reste que tous les tout petits défauts. Tes manières, ta constante mauvaise humeur, ton caractère austère, ton manque de cœur, ta froideur et puis ton arrogance, je n'y voyais plus aucune élégance. Ton manque d'hospitalité, ton hiver toute l'année, tes bouchons et tes énormes nuages de fumée, ta névrose, ton rythme effréné, obligé de le suivre, pas moyen de freiner. Tes apparts trop étroits, tes crises d'angoisse, tes paysages urbains et ton manque d'espace, ton métro, ton train-train, tes visages fermés et tes suicides le matin. Ta banlieue de béton, tes lascars sous tension, tes employés de bureau qui vont au taf sous pression, ta solitude pesante, ton soleil égoïste et tous ces bobos de bouddhistes. Tes taxis mal polis, tes serveurs et tes légumes qui n'ont même plus aucune saveur, tes costards cravates qui me snobent, bref, j'étais devenu barigophobe. Mais c'est lorsque l'on perd quelqu'un qu'on se rappelle qu'on l'aime. Quand j'avais besoin, m'a relevé. Avec ta bonne humeur, tes artistes, tes cafés, tes comptoirs, terrasses, tes boulevards, tes rencontres d'un soir, tes sorties dans les bars, tes soirées à chanter jusqu'au lever du jour. Une guitare à la main, on se gave d'amour. C'est ici que je t'ai trouvé, que je te garderai mon amour. Alors quand j'ai vu ce soir tout ce sang, tous ces gens, ça m'a rappelé comment je t'aimais tant. Comment ai-je pu oublier ta magie, ta beauté, ton sentiment de liberté? Paris, je t'aime. Paris, je t'aime. Paris, je t'aime. Paris, je t'aime. Vous écoutez Radio Soleil.